toujours, et la seule question qui revient à toutes les réunions, c'est celle-là. Est-ce que vous allez résoudre tous ces problèmes par les armes? Nous disons non. Après les armes, nous allons, n'est-ce pas, essayer de balayer tout ceux-là qui ne voudront pas comprendre. Mais le plus grand travail à faire, ça sera après. Un accompagnement psychosocial. Et aussi un accompagnement économique, parce que effectivement tous ces gens-là, ces jeunes gens-là qui sont dans la pauvreté, qui n'ont plus goût, je ne sais pas moi, au travail, qui sont là pour, n'est-ce pas, trucider leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, et violer, ainsi de suite. Il faut leur donner encore le goût de revivre, de travailler surtout. Oui, mais vous demandez aux gens de se rendre. Est-ce que vous avez créé des canons pour les sécuriser, pour qu'ils ne se sentent pas, qu'ils ne se fassent pas lyncher, ou je ne sais pas. Non, ils ont besoin de la confiance aussi. Vous savez, quand je répète encore, parce que ça, ce sont des mots que j'ai utilisés et malheureusement, certains l'ont mal interprété. Moi-même, personnellement, j'ai sensibilisé. Je n'ai pas sensibilisé parce que je n'avais pas les moyens, non. J'ai sensibilisé parce que je me disais, ce sont nos enfants. Et j'avais dit à haute et intelligible voix que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, nous avait déjà dit, avant qu'on vienne ici, avant d'arriver à Nitori, oui, de prendre nos fonctions, il avait bien dit que les fonds sont là. Nous sommes venus ici, nous avons répété. Les fonds sont là, et d'ailleurs, je crois la semaine passée, il a encore été, il dit, je crois dans 7-6 jours, il va nommer les responsables de DDRC. Et que donc, nous continuons toujours à donner ce message. J'espère qu'ils vont comprendre. Mais s'ils ne comprennent pas, je crois que la meilleure des sensibilisations, ça sera neutraliser quelques-uns. Et voilà, on va continuer. Et je crois que cela pourra donner une très bonne sensibilisation. Nous sommes à Bunia, nous sommes en direct. Ce plateau est réalisé dans cette ville où le chef de l'État a posé ses valises depuis 48 heures. Ce plateau nous permet justement d'évaluer la situation dans la province de l'Ituri. Et ce plateau est enrichi par la présence d'un homme d'affaires, le président de la FEC au niveau de la province de l'Ituri, Monsieur Jean Chrysostome Botsou. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez suivi. Relevez un tout petit peu votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, voilà, madame. Très bien. Alors, vous avez suivi tout ce que le gouverneur a dit. Vous êtes sur le terrain. Un commentaire? Moi, je suis sur votre plateau en tant qu'opérateur économique. Voilà. Bon, moi, en tant qu'opérateur économique, je ne peux pas bien maîtriser le dossier sécuritaire. Vous ne faites pas la même lecture parce que si la sécurité n'est pas garantie, vos affaires ne savent pas prospérer. Essayez de nous expliquer quelle est la situation économique de la province. Ok, je peux vous dire que la situation économique de la province est par terre. Depuis 2017, ce problème a commencé. Depuis 2017 jusqu'à ce jour, je pense que ça fait 3 ans et quelques. Toujours des tueries, toujours des vandalismes, des massacres, des pillages, beaucoup de véhicules brûlés, des magasins saccagés. Donc nous avons enregistré beaucoup de dégâts qui nous ont effectivement remis en arrière. Voilà, maintenant, comment vous faites pour résister malgré tout ce que vous venez d'énumérer là? Comment vous faites pour opérer quand même? Bon, on est obligé de prendre les risques. Donc, nous sommes habitués à prendre ces risques-là parce qu'on n'a pas de choix. Où est-ce que nous allons partir? On avait réfléchi quand ce dossier était au niveau, quand ce n'était pas encore beaucoup évolué, nous étions en train de nous préparer de déménager. Vous voulez déménager? Oui, on devait quitter ici. Il y a d'autres qui sont partis à Kampala, ils ne sont plus revenus. Ils sont restés là-bas. Il y a d'autres qui sont à Kisangani, qui ne sont plus revenus parce que c'est difficile de vivre dans cette condition-là. Voilà, monsieur le gouverneur. Oui, je voulais dire ça? Tout à fait. Évidemment, comme je vous ai dit, ça, ce sont des choses qui se sont passées avant notre arrivée.
Et que donc, il faut qu'on arrive à créer, recréer encore la confiance. Non seulement avec les opérateurs économiques, mais aussi avec toute la population en général. Je parle seulement du cas des opérateurs économiques. Depuis que je suis là, nous sommes en contact tous les jours. Tous les jours, nous sommes en contact. Il peut le certifier ici. Et une des plus grandes choses qu'ils ont faites, quand nous sommes arrivés ici, nous nous sommes réunis avec eux, ils nous ont donné des moyens. Ils nous ont donné des moyens pour que nous vraiment connaissions des moyens financiers. Ah, d'accord. Oui, parce que, oui, il faut le dire, vraiment, je le répète, ils nous ont donné 100 000 $ pour que nous puissions, n'est-ce pas, être le plus présents, surtout dans la ville de Kinshasa. Les 100 000 $, c'était pour... Enfin, excusez-moi, pour la ville de Bunia. Donc, ils nous ont donné 100 000 $ et ils nous ont promis qu'ils continueraient à donner toujours ces fonds-là. Mais malheureusement, je suis en même temps gouverneur, je peux voir ce qui se passe, j'ai quand même tous les documents, je sais que pour le moment, en tout cas, je ne vois pas. Ils mobilisent très peu d'argent et ainsi de suite, et donc ça peut être difficile, mais ce qui est bon, c'est que, bon, en plus de ce qu'eux ont donné, parce qu'en fait, la vérité, c'est ça aussi. Dans toutes les provinces du Congo, il y a toujours le gouvernement provincial qui donne quelque chose pour la sécurité. Il n'y avait que cette région ici, cette province ici, où on ne donnait pas les moyens. Et que donc, le fait qu'ils aient participé, quand les gens participent, ça signifie qu'ils s'engagent. Ils s'engagent, donc ils comprennent le problème, ils s'engagent parce que là, ils commencent à payer de leur sang et de leur sueur. Et ça, c'est une bonne chose et c'est vraiment quelque chose de bon. Et alors, nous avons évolué avec eux comme ça. Nous avons eu aussi des moyens, beaucoup de moyens, vraiment beaucoup de moyens du gouvernement, et que donc nous sommes en train d'évoluer. Vous ne chiffrez pas, hein? Ok. Non, je peux, non, mais c'est pas un secret, c'est pas un secret. Vous avez donné mais c'est pas un secret, mais comment? Non, c'est trop. Non, pour le gouvernement, on a eu trop d'argent. Enfin, on a eu assez pour le matériel, assez pour le personnel, de sorte que, en tout cas, nous pouvons bien mener nos opérations, madame. Voilà. Président, je reviens encore à vous. Je sens que vous avez des choses à dire. Comment se présentait la situation avant l'arrivée de l'état des sièges? Bon, cette situation est en train de s'aggraver de jour au jour. De s'améliorer ou de s'aggraver? De s'aggraver. Allez-y, on vous écoute. Parce que avant, ça avait commencé seulement dans le territoire d'Indjou. Il y avait des tueries, il y avait des massacres, il y avait des incendies de maisons. Et ça a évolué quand même doucement. Mais à un moment donné, ça a galopé. Et avant l'arrivée de l'état de siège, nous étions vraiment boutés avec beaucoup de problèmes. Mais heureusement, quand l'état de siège était proclamé, en tout cas, nous étions vraiment heureux parce que nous savions que ça... Donc, vous espérez beaucoup avec l'arrivée de l'état des sièges, mais vous nous avez dit qu'il y a certains de vos opérateurs économiques qui ont finalement décidé de partir. Est-ce que vous pouvez les récupérer? Parce que c'est votre pays, vous avez dit vous n'avez pas où aller, vous devez travailler pour votre pays. Bon, ils vont revenir de eux-mêmes. Très bien. Ils vont revenir quand la sécurité va revenir, quand la sécurité sera rétablie. Je pense que chacun reviendra. Parce que notre province ici, c'est vraiment une province qui n'est pas comme les restes des provinces. Ça veut dire quoi? C'est une province vraiment potentiellement suffisamment riche. Hein? Suffisamment riche, mais vous ne faites rien. Il y en a, et donc on a tout ici, mais c'est mal encadré. Mal encadré par vous. Même l'État ne l'encadre pas bien. Ce n'est pas seulement nous. Mais quelle est votre responsabilité? Exemple, la route. La route, c'est le devoir de l'État, ce n'est pas le devoir des opérateurs économiques. Mais on n'a pas de route. Donc, l'État. Alors maintenant que les routes arrivent, cela va favoriser quoi dans vos affaires? Quand on va construire une route adaptée, moderne, nous sommes en train d'entendre l'asphaltage. Parce que je pense que vous avez suivi à la veille de votre arrivée ici. Et nous avons anticipé le remerciement au président de la République parce qu'il devait venir pour nous
pour lancer les travaux de Voilà. l'asphaltage à la route Ouganda-Goli, la frontière de l'Ouganda, Goli, à Komanda, ce qui était promis. Alors, c'est pour dire que nous comptons beaucoup sur la route. S'il y a une bonne route, ça va même diminuer les jeunes gens qui sont en train de chômer là. Ça va diminuer le chômage. Et pour les jeunes gens qui s'aventurent, qui sont en train de faire des aventures là, ils peuvent commencer à diminuer. Les autres reviendront cultiver les champs et pour évacuer facilement leurs produits sur le marché. Ils vont oublier tout ce qu'ils sont en train de faire là. Donc la route, c'est vraiment une priorité pour la sécurité. Très bien, ça c'est pour les échanges. Jean Chrysostome, Oui. comment comprendre que même de l'eau, vous ne produisez pas, c'est de l'eau importée Bon, nous produisons de l'eau, en petite quantité. mais nous sommes, quand il y a quelqu'un qui veut fabriquer, qui veut initier une fabrication locale ici, Oui. on est toujours découragé par l'État. Il y a beaucoup de services vous accusez qui l'État? découragent. Oui, oui. C'est l'État qui décourage. Il y a beaucoup de services. Quand vous voulez fabriquer de l'eau, vous voulez fabriquer des savons, il y a beaucoup de services qui arrivent pour vous décourager, ils vous facturent les Voilà, ça c'est calculs. les informations, Monsieur le ministre. Vous entendez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein, l'administration de l'État qui ne favorise pas. Mais madame, on faire. l'a reconnu tout à l'heure que le problème que nous devons régler, c'est un problème qui est vieux. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est lié à l'autorité de l'État. Nous gérons les conséquences parce que l'État ne s'arrête pas et nous assumons, sous la direction du président de la République et du Premier ministre, la responsabilité qui est la nôtre. Ici, je voudrais d'abord saluer les gestes des hommes d'affaires ici. C'est pour ça que nous, on avait lancé la campagne Bendele Kouéate. C'est parce qu'il fallait mobiliser les compatriotes derrière notre armée. Les gestes spontanés en termes de soutien, le général a dit, ils payent de leur sueur et de leur sang. Ça veut dire qu'il y a au-delà de tout la volonté. Parce que madame, sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Et la paix, c'est une construction commune où chaque citoyen a un rôle à jouer. Et donc, nous venons, comme gouvernement, nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous décidons de l'état de siège, parce que l'état de siège, c'est une situation qui va nous permettre d'arrêter l'hémorragie. Vous avez entendu les descriptifs qui avaient été faits en 2017, et là où nous sommes aujourd'hui. Je dois vous dire, le général le dira sûrement mieux que moi, que lorsque l'état de siège arrive, c'est la force qui arrive, c'est la contrainte. Et parce que nous faisons face à une guerre asymétrique, où vous avez des rebelles qui ont des bandits qui opèrent avec des actes de terreur. Oui. Les gens ont l'impression, et parce que c'est malheureusement exacerbé par certains canaux, que les rebelles sont devenus, ou les forces négatives sont devenues plus puissantes depuis l'état de siège. C'est totalement faux. C'est en représailles. Lorsqu'ils sentent la foudre, la force de l'engagement de l'armée, la détermination, ils s'en prennent aux populations. Lorsqu'ils s'en prennent aux populations, il faut la publicité. Vous avez l'impression que l'état de siège en a rajouté. C'est pas le cas. C'est des actes de désespoir. Parce que même dans la guerre, il y a des règles d'engagement. Dans une guerre classique, on s'attaque pas aux cibles civiles. On s'attaque pas aux hôpitaux. Mais ici, on a attaqué les hôpitaux. Je veux dire la barbarie qui est en face. Mais cela ne va pas ébranler la détermination du gouvernement. C'est pour ça que le commandant suprême est sur place. C'est pour ça que nous mobilisons au soutien pour nos militaires. Parce que c'est eux qui, pour le moment, sont dans les premiers plans. Mais la politique doit suivre. Autant on a fait un état de siège militaire, il faut faire un état de siège économique où nous nous asseyons pour regarder qu'est-ce qui peut régler quoi. Le problème, c'est que nous sommes dans un terrain où il y a des problèmes complexes. Il y a des conflits communautaires. Il y a des conflits qui sont inhérents dans toute société humaine, qui complexifient la question, mais il y a moyen d'y répondre parce que nous avons la volonté. Et donc, je dois dire au président de l'AFEC, parce que les pays ne se construisent que par la combinaison l'État et les citoyens. Il faut que ceux de nos compatriotes qui sont partis à gauche puissent revenir. Ce n'est qu'avec eux, avec nous, que nous allons reconstruire ces pays, que nous allons commencer à régler le problème de manière durable. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le gouverneur, quel est l'état financier de la province? Parce que vous avez dit qu'on ne mobilise pas assez, hein, mais il y a les services de l'État ici. Madame, je dois vous dire la vérité. Quand je suis arrivé ici, et même maintenant, je pense, et je suis sûr, d'ailleurs, ils le savent parce qu'on discute avec eux, il y a un coulage sans égal.
sans égal. Soyez concret, s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire des fraudes partout, à tout niveau. Corruption partout, à tout niveau. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Et ça, madame, nous avons déjà commencé. L'auditeur est arrivé. J'ai déjà envoyé des gens à l'auditorat, ainsi de suite. Et les enquêtes sont en train d'être faites. Et ça, vraiment, je préviens encore. Les gens peuvent penser que c'est peut-être des mots vains comme ça, mais ils vont voir. D'ici là, ils verront les conséquences des actes qu'ils ont posés. C'est une menace? Hein? Non, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Nous avons, les auditeurs n'étaient pas, l'auditeur supérieur vient d'arriver, et il le sait. J'ai envoyé déjà à l'auditorat, et on va poursuivre les gens. On ne peut pas faire autrement. On parle de collage de recettes, mais vous n'arrivez pas à chiffrer. Donc, c'est tellement dérisoire que vous... Non, comment c'est dérisoire? Pour une province comme celle-ci, quand elle mobilise à la fin du mois $1 million, madame. $1 million. 1 million, ils sont là. D'ailleurs, c'est trop quand mais je vous jure, avec tout ce que nous avons comme or, tout ce que nous avons comme bois, 1 million, c'est trop d'ailleurs ici. Donc, vous voyez un peu l'image, de ce qui se passe dans cette province ici. En temps normal, ça devrait atteindre... Non, mais 1 million, c'est rien. C'est 1 million. Ils payent un camion seulement. Un camion de carburant, d'essence, c'est $1000. Et par jour, nous devons normalement, avec tout ce que nous avons comme information, je pense qu'on peut avoir même 30 camions. Vous prenez seulement les camions, vous n'avez pas moins de $900 000. Donc les services de l'État sont infestés. Non, mais c'est horrible, c'est ça que je vous dis, c'est horrible. J'ai parlé encore de la destruction de l'homme, donc la fraude. Non, c'est horrible. Mais ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Ce sont des choses qui vont s'arrêter. Voilà. Ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Non, ils payent peut-être ils payent. On ne peut pas dire qu'ils payent. Non, je dis ceci. J'ai parlé de coulage. Coulage, ça ne signifie pas qu'on ne paye pas. Coulage, ça signifie aussi qu'on peut payer, mais l'argent prend une autre destination. Donc, vous devez informatiser. On a trouvé ici, je ne sais pas, une informatisation de son genre, si je peux dire, sui generis. Mais il faudrait qu'on arrange tout ça. Il faut vraiment qu'on arrive à arranger tout ça. La dernière fois, par exemple, le péage. J'ai vu le péage et ainsi de suite. Ils sont venus, parce qu'il y a des gens qui sont en train de réparer les routes, ainsi de suite. J'avais pas d'argent pour les payer. Alors j'ai dit, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à mobiliser l'argent alors qu'on voit des camions passer chaque jour? J'ai demandé, tous ces gens-là qui travaillent sur les routes, ils me disent, mais non, voilà, on voit que l'argent entre, mais on ne sait pas où ça va. J'ai obligé, la réunion de la semaine passée, oui. J'ai dit dans tout poste de péage, on doit avoir et la société et les gens de la DGRPI, de sorte qu'ils commencent à se contrôler. Parce qu'eux, ils voient l'argent passer et puis à la fin, nous, on ne sait pas les payer pour arranger les routes, ça ne va pas. Président, qu'est-ce que ça que vos disparaît quelque part? Bon, je pense que son Excellence gouverneur, il n'a qu'un mois et quelques qu'il a fait ici. On était en train de se préparer pour harmoniser les choses ensemble avec lui, mais il est beaucoup trop préoccupé par la situation sécuritaire. Mais une fois qu'il sera dégagé, je pense qu'il devra nous éviter, nous les opérateurs économiques, nous sommes disponibles de l'accompagner dans ce programme de l'état de siège, parce que l'état de siège ne peut pas atteindre son objectif sans l'opération économique. Il faut que l'économie aussi ne soit pas négligée. Les perceptions de taxes, tout ça doivent être respectées. Et des initiatives, d'autres initiatives que nous avons, nous devons toujours les présenter à son Excellence, comme ça qu'il puisse bien atteindre ses objectifs. Merci, ça c'est vraiment une collaboration, il faut sauter sur cette occasion. Monsieur le gouverneur, Djougou, les déplacés, Djougou, les humanitaires, Djougou, qu'est-ce qui se passe? Djougou, en fait, c'est l'épicentre. Non, je vais vous expliquer. Djougou, c'est l'épicentre de tout ce que nous avs comme problème. Vous êtes déjà arrivé là-bas? Comment pas? Moi, j'ai fait presque toute la province déjà. J'ai fait 3 mois, j'ai fait 3 semaines. Je suis arrivé à Djougou, je suis arrivé à Guéti, je suis arrivé à Irumu. Non, je suis tout le temps sorti. Je suis tout le temps sur le terrain. Djougou, c'est vraiment là l'épicentre. C'est là où nous avons tous ces gens-là, notamment les Codeco là.
parce que c'est là où il y a vraiment la déstabilisation. Et nous avons renforcé Djougou et je peux vous rassurer que la situation va changer. La situation va changer d'ici là. Mais que font les humanitaires? Enfin, ça a déjà changé, mais davantage. Ça, c'est une question de la population. Que font les humanitaires là-bas? Parce que l'État n'est pas là. Je ne comprends pas la question. On dit que les humanitaires vont chaque fois là-bas. Oui. Parce que l'État n'est pas là. Il y a des populations abandonnées. Non, il n'y a pas de populations abandonnées. Il faut d'abord savoir que ces populations-là, c'est elles qui ont fait qu'il y ait des déplacés. Parce que ce sont les enfants de là qui ont cassé. Ce sont les enfants de là qui violent leurs sœurs. Ce sont les enfants... Mais oui, c'est ça la vérité. Ce sont les enfants de là qui tuent leurs parents. C'est pas des enfants qui viennent d'ailleurs qui vont tuer à Djougou. Non, ce sont les enfants de là. Les morts qu'on a, ce sont les enfants de là. Et que donc, bon, maintenant, à un certain moment, même l'État était un peu, je peux dire, ça fait 20 ans, madame. Okay. Ça fait plus de 20 ans que cette situation perdure. Et nous sommes là, nous sommes en train, petit à petit, on veut, comme le chef, oui. le ministre est en train de le dire, il faut restaurer l'autorité de l'État. Voilà, et ça va arriver. Votre message à la population, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Vous suivez sur la RTNC en direct pour terminer avec vous. En tout cas, moi, ce que je peux demander à la population de l'Ituri, c'est d'abord, aux parents, c'est de faire revenir leurs enfants. Ils ne doivent pas s'imaginer que nous, même si nous avons la force, nous avons le monopole de la violence, que nous sommes venus pour tuer, neutraliser. Non, 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 non. On n'est pas venus pour ça. La guerre qu'il y a ici, tout ce que nous avons comme conflit, c'est d'abord les enfants d'ici, avec les communautés. Si nous pouvons déjà éliminer cette dimension-là, il nous restera... les munitions. Oui, on va rester avec une petite partie des ADF et on pourra très bien les engager, très bien les traiter. Ils sont en train de nous faire... Je vous donne, pour terminer, une petite anecdote. Pendant que nous sommes en train de sécuriser Boga et Tchabi, où il y avait les ADF, mais non, le Codeco déstabilise Fataki. Oui, mais on à dire que ils deviennent des supplétifs. Vous pouvez vous imaginer? Oui, mais on dit justement, on vous accuse d'avoir été corrompu déjà par Codeco depuis que vous êtes là. Oh, madame, vous savez ici, vous savez, les gens ici, les gens sont devenus cyniques et ils n'ont de respect pour personne et pour rien. C'est pas possible, vous ne pouvez pas, mais on va leur apprendre. C'est-à-dire que dans leur vie, peut-être ils n'ont vu que des gens comme ça, vous avez des gens corrompus. De ou pas? Quel argent? Quel argent? L'argent de ça. Ils doivent se mettre ça en tête. Je ne peux pas. Où est-ce que j'irai avec cet argent? J'ai des enfants, j'ai une famille. Vous vous imaginez, moi je prends l'argent des tueurs? Mais tout ça, je peux pas faire. Ça fait partie du front. Oui. Parce que malheureusement, tous les efforts qui sont consentis, je m'excuse parce que ces sujets, je me suis senti touché justement parce que nos officiers subissent déjà beaucoup de pression du fait de ce que le commandant suprême attend d'eux comme résultat. Et tous ces laboratoires malsains qui opèrent et qui distillent de messages comme ceux-là, qui tendent à jeter le discrédit sur ceux qui ont été désignés pour cette mission. Ça a commencé dès le départ. Et c'est même pour ça que nous accompagnons, nous, le président de la République sous cet état de siège, pour nous assurer que l'information, la bonne, chasse la mauvaise et tous les fake news pour que nos militaires se sentent soutenus de bout en bout pour que nous puissions atteindre cet objectif d'état de siège dans un temps qui est court et qu'après l'action de militaires, que l'État reprenne son socle et qu'on reconstruise nos provinces. Merci. Vous n'avez pas fini? Non, je vais vous dire quelque chose. Non, je vais vous dire jusqu'où les gens ici vont. Vous savez que j'ai eu, depuis que je suis ici, ça fait 1 mois, il y a des politiciens qui viennent chez moi, qui me disent, si vous ne donnez pas l'argent, voilà ce qu'on va faire de vous. On va vous injurier, on va dire... on vous menace. Mais oui, mais il faut un chantage. Tous les jours, ils viennent. Monsieur, si vous ne donnez pas l'argent, nous allons dire ceci, nous allons dire cela. Donc, non, mais malheureusement, ils sont mal tombés, comme on peut dire. Ils sont mal tombés. OK. Oui, Président, on termine. Madame, je pense que si les gens
suspecter l'excellence d'avoir pris de l'argent. Je pense que par là, ils veulent exprimer leurs sentiments de dire qu'ils ne sont pas satisfaits du travail qu'ils attendaient de l'état de siège. Et donc, ils attendaient que l'état de siège va arriver pour un mois. Ça va terminer avec les problèmes ici. Ça va terminer avec les groupes armés. Et maintenant, on attendait s'il y aura des frappes, s'il y aura des frappes conséquentes, mais on ne voit rien. C'est comme ça que les gens sont en train de suspecter que peut-être... C'est une de compréhension, mais nous, on sait que le chef de l'État, on l'a entendu dire, hein, l'état de siège va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il aura atteint les résultats pour lesquels cette mesure a été prise. Madame, messieurs, nous, on termine. Nous, on termine. Le plan je n'ai pas encore terminé. Président, on doit terminer. Je dois terminer, mais je n'ai pas encore terminé. Bon, je voudrais dire ceci. L'état de siège... Nous avons vraiment apprécié et puis nous comptons sur l'état de siège et nous ne souhaitons pas que l'état de siège laisse ces problèmes derrière soi. Il ne faut pas qu'on remette le pouvoir entre la main des civils aussi longtemps que ce dossier n'est pas encore fini. Et puis, nous, les opérateurs économiques, nous souhaitons qu'il y ait une bonne collaboration, une franche collaboration entre l'autorité de l'état de siège et nous, comme ça, nous allons commencer à travailler ensemble. Nous travaillons de l'autre côté, du côté de l'économie, du développement, doit évoluer aussi. Et puis, les frappes militaires aussi, tout ça, ça doit évoluer. C'est comme ça que nous allons... D'accord, votre message... Excusez-moi, votre message est passé. Merci, merci, Président, pour votre participation. Ce plateau spécial réalisé depuis Beni est terminé. Je remercie... Depuis Bunia, voilà, excusez-moi. On est à Bunia, en Ituri, on revenait de Beni au Nord Kivu. C'était un plaisir d'avoir animé ce plateau. Certainement, vous avez apprécié aussi la franchise et tous les messages qui sont passés dans ce plateau réalisé ce soir. Merci aux coordonnateurs de la société civile qui étaient sur ce plateau. Grand merci à toute l'équipe technique Diakiadi, Jires Kilani, l'ingénieur Yala, Gédéon Mutombo, Jessie Kabasele, Esaïl Ozembo, mais aussi à José. On vous retrouve très très vite. Bonne soirée. Merci. Pardon.